Mesdames et messieurs, cette saison, le Barça nous fait vivre les montagnes russes. Entre joie immense, joie extrême, désillusion grande, déception grande. Ah, c'est pas facile de suivre tout ça. Mais là, on va commencer une nouvelle compétition en 2025, qui est la Ligue des Champions, avant-dernier match de cette session 2024-2025 de LDC. Ça va se jouer à l'extérieur contre Benfica. Il va falloir répondre présent. Les amis, comment ça va du côté du Portugal? Surtout comment ça va du côté de Benfica? Benfica est actuellement pas loin du tout du Sporting Portugal. Donc c'est vraiment une équipe qui essaie de s'accrocher le plus possible à la première place. Mais malheureusement, qui récemment, en tout cas sur les dernières journées de championnat, s'est pris des petits revers contre des équipes assez importantes de ce championnat, notamment Braga et le Sporting Portugal. Alors que cette équipe a perdu que 3 matchs cette saison, 2 de ces matchs ont été contre ces grosses équipes. Donc finalement, tu te dis que dans les rendez-vous où ils auraient dû répondre présent, ça a été un petit peu compliqué pour eux. Ils ont réussi à se rattraper et à se venger de ces deux équipes en remportant la Supercoupe du Portugal, notamment en éliminant Braga et en éliminant sur la finale le Sporting Portugal. Donc cette équipe de Benfica, comme nous, vient de soulever un titre et donc a cette confiance en poche. Et ensuite, pour ce qui se passe du côté de la LDC, Benfica est actuellement 15e de cet énorme championnat de LDC, mais n'est qu'à 3 points. 3 points seulement de la 8e place et donc des places qualificatives directement pour les 8e de finale. Ils peuvent encore se battre, ils vont se battre parce que justement ils vont continuer à y croire. Et qui dit espoir dit justement une équipe en face de nous qui va se dire bah les gars, si on gagne, on se rapproche grandement de ces places qui sont très intéressantes. Donc ça reste important, c'est pas du tout une équipe qui est complètement larguée. C'est une équipe qui a perdu 2 matchs durant cette LDC. Match contre le Bayern Munich, tu l'acceptes totalement. C'est normal que Benfica perde ce match-ci. En revanche, défaite contre Feyenoord qui fait peut-être un tout petit peu plus tâche parce que tu te dis que c'est pas perdu ce match-ci, il serait peut-être un petit peu mieux classé. C'est quand même une équipe à côté de ça qui a éclaté l'Atlético Madrid 4-0 durant cette phase de Ligue des Champions. Donc c'est aussi une équipe qui est capable de mettre en difficulté des équipes qui sont assez bonnes en ce moment. Donc ça, c'est ce qui est à retenir au niveau des résultats du côté Benfica. Maintenant, du côté de ce qui se passe un petit peu sur le terrain, de ce que j'ai regardé à droite à gauche du côté de Benfica, dites-vous, on est un peu sur une animation qui ressemble beaucoup à ce que fait le FC Barcelone. Je parle surtout en termes de positionnement. À savoir qu'on va avoir une équipe qui se meut un peu en 4-3-3 avec 2 arrières, 2 joueurs latéraux qui vont beaucoup monter. Ça, c'est un peu une distinction des clubs portugais, je trouve. Ils ont vraiment toujours cette envie que les joueurs de couloir, ils montent très haut. Alors actuellement, au tout début de saison, on était sur un joueur qui était bas sur le côté droit, qui montait pas mal. Sur les derniers matchs, c'est plus Araujo qui est aussi capable d'être un joueur qui joue défenseur central, qui est sur ce côté droit et qui monte très haut. Et de l'autre côté, on a Caritas qui est un joueur également qui va grandement monter sur le flanc gauche. Ensuite, pour ce qui se passe au niveau du milieu de terrain, bah encore une fois, on est sur un truc qui ressemble un peu à ce que fait le FC Barcelone en termes de position. Pas les mêmes profils, bien évidemment, je vous vois venir, pas les mêmes profils, mais en termes de positionnement, vous allez voir sur la feuille de match, on a l'impression que ça va être un double pivot et un numéro 10, et finalement, c'est vraiment une pointe basse qui est Luis, avec Kokchu, qui est un joueur turc qui est un tout petit peu plus devant lui, un petit peu comme Pedri l'est du côté du FC Barcelone, mais qui n'est pas non plus le joueur le plus haut de ce milieu de terrain. Et ensuite, tu as Aursnes, qui est un joueur norvégien, qui va jouer un peu le rôle Olmo sur les derniers matchs, ou Gavi sur les derniers matchs du côté du FC Barcelone. Donc finalement, on a un trio qui se meut un peu comme un trio d'un milieu de 4-3-3 avec une pointe basse qui est Luis et ensuite les 2 autres qui vont être un tout petit peu plus devant en tant que relayeur avec un qui est un petit peu plus offensif que l'autre. Et ensuite ce qui se passe au niveau de l'attaque, un peu comme le FC Barcelone, tu vas avoir 2 joueurs de côté mais un qui va vraiment être couloir. Du côté du Barça c'est Lamine Yamal et un autre qui va être plus intérieur. Du côté du Barça c'est Rafinha. Du côté de Benfica on inverse un peu ça, c'est-à-dire que c'est Di Maria qui va être un tout petit peu plus intérieur, donc le joueur qui va être sur le côté droit à l'inverse de nous où c'est le joueur qui est sur le côté gauche. Et Di Maria va être plus ce joueur qui va être dans un rôle playmaker, alors que Rafinha c'est plus le joueur qui va être dans la rupture. Et de l'autre côté on a Artogolu qui va être justement ce joueur donc sur le côté gauche, côté couloir, qui performe très bien depuis ce début de saison et qui interprète plutôt le rôle qu'a Lamine Yamal, c'est-à-dire sur le couloir droit. En attaque on a un numéro 9 qui est Pavlidis, alors des fois ça bouge, bien évidemment les éléments que je viens de vous donner c'est pas forcément le 11 qu'on va avoir du côté de Benfica, mais au moins ce qu'il y a à retenir c'est que dans l'animation, dans les zones que vont prendre les joueurs, ça ressemble pas mal au même 4-3-3 qu'à le FC Barcelone. Et dernière chose à retenir du côté de Benfica, c'est qu'on joue chez eux. Voilà, ils vont jouer à domicile au stade de la Luz, qui est un stade où il y a beaucoup de spectateurs, un stade où il peut y avoir pas mal de bruit, un stade qui a l'expérience de cette Ligue des Champions, un club qui a l'expérience de cette Ligue des Champions. La dernière fois qu'on s'était retrouvé là-bas, il me semble que c'était en septembre 2021.
En phase de groupe, on avait pris 3-0. Tout simplement 3-0 avec un énorme match de Nunez qui nous avait fait très mal à ce moment-là. Donc voilà, maintenant ça serait bien de ne pas recommencer ce qu'on a fait il y a maintenant presque 3 ans et demi et d'un petit peu remettre les pendules à l'heure sur ce terrain et pas se prendre la même roast. Côté Barcelone maintenant, comme j'ai dit en introduction, c'est les montagnes russes. Voilà, c'est au bas, au bas. On avait super bien démarré cette année civile 2025. 4 matchs, 4 victoires, magnifique rousse contre le Real, magnifique rousse contre le Betis Séville. Et on a un petit peu raté le coche face à Getafe, alors qu'on avait l'occasion de reprendre des points sur l'Atlético Madrid, alors que le Real Madrid a étrillé Las Palmas et prend maintenant 7 points d'avance en championnat. C'est un moment où oui, c'est compliqué, parce que oui, tu avais bien réussi à remporter un trophée qui t'avait donné le plein de confiance, mais juste après, tu fais une contre-performance qui te met directement une nouvelle fois dans le mal, je pense, mentalement, côté supporter. Il y a eu un gros coup sur la tête qui est arrivé après ce match contre Getafe. Et voilà, on essaie quand même de s'en sortir, on essaie quand même de rester positif, de rester optimiste. Ce championnat, selon moi, n'est pas encore terminé. On peut encore essayer de se battre. Ne lâchons pas les armes tout de suite. Ensuite, maintenant, ce qui se passe après ce match contre Getafe, c'est qu'on aperçoit un peu les mêmes constats qu'on a vus récemment du côté du Barça en Liga. C'est-à-dire qu'on revoit les mêmes remarques qui sont finalement le Barça est faible contre les faibles et fort contre les forts. C'est un constat qui, dans un premier temps, paraît factuel. C'est-à-dire que si on regarde les matchs, typiquement du calendrier du FC Barcelone, on regarde que contre les faibles, on a perdu, et finalement, contre les gros, hors Atlético Madrid, on a toujours gagné, voire on a mis des gros scores. Donc si on s'arrête à là, si on s'arrête juste à regarder en surface ce qui se passe, c'est le constat qu'on fait, il est factuel, le Barça est faible contre les faibles, fort contre les forts. Mais maintenant, est-ce qu'on s'arrête qu'à ça ? Est-ce qu'on va pas essayer de regarder un petit peu plus précisément les problèmes du Barça et se dire que l'analyse globale, c'est pas juste ça et que c'est pas quelque chose qui est juste lié au destin, qui est pas juste lié à la fatalité et de se dire en fait le Barça ne met pas les ingrédients totalement qu'il faut. Là-dessus, moi je l'ai déjà expliqué 1 milliard de fois, je suis sûr que ça ne vient pas des joueurs. On ne peut pas dire les joueurs n'ont pas envie en Liga et ont envie dans les gros matchs, même si forcément c'est obligatoire, il y a une différence d'intensité mais ça vaut pour tous les clubs. Je me suis déjà expliqué 1 milliard de fois par rapport à ça. Mais surtout ce que j'aimerais dire dans cette vidéo, c'est qu'il faut aussi essayer de regarder les différents moments, les différents matchs et ces périodes, essayer de les distinguer les unes des autres. Ne pas tout mettre dans le même panier de « à contre les faibles, on est faible ». Il y a eu plusieurs moments. Il y a eu par exemple Real Sociedad, Celta Vigo, qui est une période où on n'avait pas Lamine Yamal, on était en difficulté parce qu'à ce moment-là de la saison, on était dépendant de ce joueur-ci, on avait du mal à trouver des solutions. Ça, c'est une période qu'on met sur le côté. Arrive une deuxième période. Période un peu Las Palmas, Betis Séville, Leganés. On affronte des plus petits clubs et là, on a une autre difficulté qui est l'interprétation du jeu qu'on avait au début de saison était plus compliquée pour le Barça parce qu'on avait des joueurs qui commençaient à être plus fatigués. Donc la deuxième ligne de pressing mettait un peu plus de temps à remonter. Les gestes qui étaient des gestes faciles quand on avait la fraîcheur physique, la fraîcheur mentale en ce début de saison étaient plus compliqués à exécuter dans la verticalité parce que tu as des joueurs qui sont fatigués. C'est la deuxième phase. Ensuite, tu as la phase du match typique contre l'Atlético Madrid qu'on perd, mais dans le contenu, c'est peut-être l'un des meilleurs matchs du FC Barcelone sur cette saison. On ne peut pas me dire, s'il vous plaît, qu'on compare ce match contre l'Atlético Madrid avec les autres contre-résultats. On ne peut pas le mettre au même niveau parce que le contenu n'est pas du tout le même. Donc ça, c'est un autre arc en tant que tel. C'est un arc où le Barça a essayé de modifier son jeu. Il l'avait déjà fait précédemment contre Dortmund. Contre l'Atlético Madrid, il refait la même chose. Ça se passe très bien dans le contenu. Malheureusement, face au cage, on a été en difficulté. Arrive un nouvel arc qui est cet arc de Getafe, qui est encore une fois une dynamique totalement différente où tu affrontes littéralement un club qui joue à 10 derrière et n'importe quel autre club à Getafe serait en difficulté. Vous pouvez mettre Liverpool, vous pouvez mettre le Bayern Munich, vous pouvez être le Real Madrid, ils vont être en difficulté face à Getafe qui joue à la maison à 10 derrière. Alors ils y arriveront peut-être à s'en sortir à travers des exploits individuels, ce que nous on n'a pas eu hormis la passe de Pedri qui a été incroyable et qui est justement cet élément qui sort un petit peu du lot. Mais ce match contre Getafe est aussi à distinguer des autres. C'est-à-dire que c'est un match, je vous promets, qu'il ne faut pas analyser et faire de conclusions trop hâtives autour de ces 90 minutes-ci. Parce que Getafe a fait de l'anti-football. Donc juste ce que je veux vous dire, c'est que ces phases sont à distinguer. Et on ne peut pas dire on est faible contre les faibles et faire un constat global comme si tous ces matchs contre les faibles se ressemblaient. Non, ils ne se ressemblent pas. Ce qu'on a fait Real Sociedad, Celta Vigo, c'est différent de ce qu'on a fait contre Leganés, Betis, Las Palmas. C'est une autre dynamique, c'est une autre raison pour laquelle on a perdu. C'est une autre raison pour laquelle on a perdu contre l'Atlético Madrid. C'est encore une autre raison pour
pour laquelle on a fait match nul contre Getafe. On ne peut pas dire que tous ces matchs-ci, ce soit pour les mêmes raisons qu'on est perdu. Même s'il y a une grosse raison de fond, qui est la raison d'un Barça qui, dans l'effectif global, est en manque de profondeur et en manque de qualité. Donc ça ne permet pas forcément à Flick de faire les remplacements qu'il voudrait, parce qu'il n'a pas la garantie que les remplaçants soient du niveau. Et donc on est obligé de tout le temps mettre une certaine équipe type et que ces joueurs sont de plus en plus fatigués. Ça, c'est vraiment la problématique de fond qu'on dit depuis le début de saison, qu'on dit depuis le début du mois d'août. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai dit, moi avec Flick, je serais ultra patient parce que je sais dans le fond qu'il n'a pas un effectif global pour jouer à fond à 100% sur tous les tableaux cette saison. Maintenant qu'on a fait ce constat-ci, il faut, je pense, continuer à proposer le football qu'on a proposé sur les derniers matchs. À savoir que ce qu'on a vu et les mini-ajustements qu'on voit du côté de Flick depuis le match contre Dortmund, avec ce troisième milieu qui est beaucoup plus présent dans la création, avec ce Barça qui se force des fois à temporiser, c'est quelque chose sur lequel on doit persévérer selon moi. Selon moi, c'est quelque chose qui va nous rapporter beaucoup de positifs sur le reste de la saison. Alors, on a eu ce match contre Getafe, qui est une contre-performance. Encore une fois, c'est face à Getafe. Je vous promets, à part si les autres clubs ils reproduisent exactement ce qu'a fait Getafe, que si on continue à faire le jeu qu'on a vu contre Bilbao, contre le Betis Séville, contre l'Atlético Madrid, contre le Real Madrid, on va aller très loin et ça va super bien se passer. Juste Getafe, c'était une anomalie parmi tant d'autres. Mais je pense qu'il faut continuer à persévérer dans ce football-ci et peut-être à certains moments accepter que dans l'équipe on puisse faire 2-3 rotations qui te permettent d'avoir une équipe et des cadres quand ils sont sur le terrain qui soient à 100% parce qu'on a besoin de cadres à 100% sur le terrain pour exécuter le football qu'on a envie de mettre en place. Et ça aussi, c'est important. Savoir dire à certains moments, Pedri, on va peut-être le mettre sur le côté sur ce match-ci, ça va nous faire mal, on va perdre en niveau, mais la prochaine fois qu'on mettra Pedri sur le terrain, il sera à 100%. Pareil pour Rafinha, pareil pour Lamine Yamal, pareil pour Koubarsi, pareil pour quasiment tous les joueurs. Donc, il faut un petit peu s'efforcer à faire ça, mais continuons dans le chemin qu'on a pris depuis Dortmund. Et ensuite, pour revenir un petit peu plus au match précis contre Benfica, on a un Barça qui va faire son premier match dans une nouvelle compétition sur cette année civile 2025 et qui doit continuer à très bien performer dans cette compétition qu'est la LDC justement. Si on gagne ce match contre Benfica, je crois qu'on est assuré à 99% sûr, voire je pense même 100%, je ne sais pas trop le chiffre exact, d'être qualifié pour les huitièmes de finale directement, d'être dans les 8 premiers de ce gros classement. Donc ça nous permettra même contre l'Atalanta plus tard de faire reposer les cadres justement. Donc essayons d'être sérieux dans ce match-ci, de ne pas le prendre à la légère, de ne pas se laisser totalement démoraliser parce qu'il s'est passé à Getafe. Encore une fois, laissons cette parenthèse de côté, reprenons les choses qu'on a bien vues depuis cette année civile 2025. Mesdames et messieurs, après tous ces bavardages, passons au 11 que j'attends du côté du FC Barcelone contre Benfica. Au cas Szczesny. De base, j'aurais mis Iñaki Peña, mais il y a eu des rumeurs comme quoi Flick avait décidé de mettre Szczesny sur les coupes, donc Coupe du Roi, Super Coupe et Ligue des Champions. Et en fait, Peña allait jouer les matchs de Liga. Mais si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais mis Peña sur ce match-ci, qui a encore reçu certaines critiques par rapport à son match contre Getafe, alors que sur le but, il fait une parade de malade mental. Mais il y a encore des gens qui sont tombés sur lui. Mais bon, sur ce match-ci, je mets Szczesny parce qu'apparemment, Flick va mettre Szczesny pour la LDC. Ensuite, pour ce qui est de la défense type Koundé, Koubarsi, Araujo, Balde qui a fait un très bon match contre Getafe, un des meilleurs joueurs du Barça contre Getafe. Il faut garder cette dynamique et ne pas rester sur les 10 dernières minutes où il est un peu sorti du cadre du terrain, le petit Balde. Donc, reconcentre-toi un petit peu sur le terrain. Au milieu de terrain, ça bouge un tout petit peu de mon côté, c'est-à-dire que je vais mettre un Casado à côté de Frenkie de Jong, à côté de Gavi. Au tout départ, j'aurais voulu mettre Olmo à la place de Gavi pour faire souffler justement notre cher Pablo Gavi, mais malheureusement Olmo s'est blessé. Voilà, blessure pour 10 jours normalement. Encore une fois, Olmo blessé. Quand on fera le bilan de ce transfert, ça sera à prendre en compte. Parce que si c'est pour acheter un joueur 60 millions et que finalement il soit indisponible un grand nombre de temps, bah ouais, quand même, au bout d'un moment, il faut le signaler. Voilà, et beaucoup de gens qui disaient, ouais, finalement, Gundogan, on n'en a pas besoin, etc. Bah, Gundogan, oui, il ne fait pas une super saison à Manchester City, mais peut-être qu'en remplacement, il aurait été un petit peu utile pour le FC Barcelone. J'ai besoin aussi de faire souffler Pedri, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Bien évidemment, je perds en niveau en mettant De Jong, qui est actuellement pas du tout du niveau de Pedri, mais il me faut un Pedri qui ensuite soit à 100% cette saison. Donc, je laisse un petit peu Pedri sur le repos. Je pense que Frenkie de Jong peut entamer ce match, en tout cas, je l'espère. Je mets un Casado également qui a pu souffler parce qu'il a été remplacé à la 45e justement contre Getafe. Je pense que ce milieu dans les grandes lignes peut proposer quelque chose d'intéressant. Et ensuite sur l'attaque,
Je mets une attaque composée de Lamine Yamal sur le flanc droit, qui selon moi peut enchaîner. Mais il va falloir faire attention certainement sur le prochain match contre Valence, à pourquoi pas le faire souffler. Lewandowski, j'avais réfléchi aussi à un moment mettre Dani Olmo faux neuf, mais encore une fois Dani Olmo s'est blessé, donc ça sera Lewandowski sur ce coup-là. Et en demi-espace gauche, Fermin Lopez, mesdames et messieurs. Voilà, c'est-à-dire que Rafinha aussi. Pareil que pour un Pedri, j'ai besoin de le faire souffler. On voit un joueur qui a des fois un petit peu plus de mal devant les cages, surtout à certains moments. Ça vient aussi d'un petit manque de fraîcheur mentale, je pense, et un petit peu de fraîcheur physique. Donc ce joueur-ci, il faut aussi savoir lui dire à des moments, repose-toi Rafinha, parce qu'il fait énormément d'efforts. Il nous fait une première partie de saison exceptionnelle, un classico exceptionnel. Maintenant, il faut savoir lui dire à des moments, repose-toi amigo, parce que sur le terrain, c'est un des joueurs qui se donne le plus. Donc tranquille, mets-toi un petit peu au repos. Fermin Lopez, il peut, je pense, pourquoi pas être titulaire. Ça peut pourquoi pas être Ferran Torres également, mais je préfère essayer de mettre Fermin Lopez pour ce match-ci. J'espère que ça peut faire l'affaire. Donc voilà, mesdames et messieurs, je propose pas un 11 type. Je sais encore une fois qu'il y a des gens en commentaire qui vont me dire on est obligé de mettre le 11 type, on peut pas se permettre, etc. de faire des remplacements. Vous connaissez ma logique. J'en mets que 2 sur ce match-ci, que sont Frenkie de Jong et Fermin Lopez. Je pense que ce Barça, s'il veut aller loin cette saison, s'il veut que son rendement soit toujours aussi bon jusque mai, il a besoin de faire souffler des cadres. Et là, je fais souffler Rafinha, qui ont un petit peu besoin de respirer. Et je pense que contre Benfica, qui est une équipe très sérieuse, sur laquelle il va falloir mettre de l'intensité, qui va jouer à domicile, sur laquelle il va falloir répondre par le football et qui va être dur à choper, on peut quand même, avec les joueurs que je propose, essayer de faire de bonnes choses. Je ne suis pas sur un remaniement total de 6 joueurs, je demande juste 2 joueurs. Donc j'espère que ça va le faire, j'espère que ce Barça va se remettre sur le droit chemin, mais franchement j'y crois. Si on continue à jouer avec l'animation dans laquelle on a joué depuis ces dernières semaines, je pense que ça va le faire parce qu'on propose vraiment des choses qui sont intéressantes. Donc continuons là-dessus, ne perdons pas espoir, ne laissons pas ce match contre Getafe envenimer le reste de cette saison. Remettons les pendules à l'heure. Maintenant, à vous de jouer les amis, n'hésitez pas en commentaire à me dire le 11 que vous attendez du côté du Barça, à me donner un peu vos tendances sur ce match. Je me ferai un plaisir comme d'habitude de vous répondre. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.